Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 nouvelles astuces sur Lightroom Classic. On commence tout de suite par la première astuce, c'est ce que j'appelle l'effet soleil. Sur certaines images comme celle-ci par exemple, des fois on trouve qu'il manque un petit quelque chose, le temps paraît un petit peu fade comme ça et du coup l'image un peu terne, et des fois ce qui peut être intéressant c'est en fait de rajouter un faux soleil. Alors pour faire ça je vais créer un masque de dégradé circulaire et je vais mettre le dégradé à son maximum. Ensuite je vais le mettre on va dire dans le coin comme ça supérieur de l'image pour donner l'impression que ça vient vraiment du ciel et que c'est donc un soleil naturel. Et là il faut vraiment pas hésiter à mettre vraiment la zone très large puisque avec le dégradé en fait à son maximum, et ben ça se verra beaucoup moins. Ensuite ça va dépendre des photos mais généralement je vais aller augmenter les hautes lumières ainsi que l'exposition. Ensuite pour la teinte je vais venir mettre la balance des blancs plutôt du côté chaud pour donner vraiment la couleur chaude en fait du soleil pour avoir la couleur la plus proche de ce qui pourrait être le plus naturel sur l'image. Ensuite on peut venir éventuellement rajouter un petit peu de voile en diminuant la correction du voile. On peut aussi éventuellement baisser un petit peu la texture pour vraiment donner en fait un effet un petit peu éblouissant en fait au soleil. Si ça ne suffit pas ou si la correction du voile a atténué un petit peu le côté coloré, et bien ensuite on peut venir augmenter un petit peu la saturation et là je trouve qu'on a quelque chose qui ressemble assez bien à un soleil qui fait plutôt réaliste. Et donc on peut voir l'image avec et sans. Ma deuxième astuce, ça va être comment créer un preset. Alors si tu ne sais pas comment créer un preset, eh bien tout d'abord il faut donc retoucher une photo d'une façon qui te plaît. C'est généralement le but après de vouloir enregistrer son preset. Une fois qu'on aura donc retouché sa photo de la façon où on veut enregistrer donc le preset, on va venir cliquer sur le petit plus. Donc ça va nous afficher cette page et ensuite là on va pouvoir donc tout en haut nommer notre preset, juste en dessous donc créer un dossier ou alors enregistrer le preset dans un dossier déjà existant. Et ensuite, sur tout le reste en fait de la page, eh bien c'est là qu'on va venir sélectionner sur qu'est-ce qu'on veut intégrer ou non dans le preset. On peut voir donc sur les réglages de base que j'ai tout mis en fait, sauf la balance des blancs et l'exposition, parce que ces deux éléments je trouve qu'en fait ça va vraiment varier en fonction de la photo que l'on prend, et surtout que la balance des blancs pour le coup je fais vraiment confiance à mon appareil photo. Donc généralement on va être assez proche de ce que l'appareil nous propose, à moins vraiment si je veux faire un effet totalement différent de ce que j'ai fait à la prise de vue. Mais voilà, le principe du preset, j'ai pas envie que toutes mes photos aient la même balance des blancs, sachant que la balance des blancs est quand même vraiment en fonction de ce que l'on prend. On peut voir également que je n'ai pas activé le profil de correction d'objectif parce qu'en fait, admettons là par exemple, l'image sur laquelle je suis actuellement a été prise avec un 70-180 Tamron. Si j'active en fait la correction de l'objectif, ensuite sur mon preset en fait il va garder ce correctif là. Donc si un jour je mets ce preset sur je sais pas mon 85 Sony ou alors mon 24-70 de chez Sigma, et ben je n'ai pas envie qu'il y ait en fait le profil de correction du Tamron, sauf que c'est en fait ça va être le cas si je l'active et je trouve que ça n'a aucun sens, donc autant ne pas le cocher et ensuite le rajouter au cas par cas. Ensuite une fois qu'on a tout sélectionné, il suffit d'appuyer sur créer et on peut voir ensuite sur la colonne de gauche donc que notre preset est apparu. Ma troisième astuce ça va être de faire disparaître les panneaux latéraux. Alors là c'est une astuce vraiment toute bête mais qui est pas forcément très connue. En fait si on veut, si par exemple on a un petit écran et qu'on veut pas toujours avoir les panneaux latéraux et qu'à chaque fois on passe notre temps à les ouvrir et les fermer, et bah là c'est vraiment un tout petit gain de temps, mais si on le fait beaucoup de fois en fait, et bah à la fin on va quand même gagner pas mal de temps donc sur notre temps de travail. Ça va être tout simplement en fait d'appuyer sur Tab. Quand on appuie sur Tab, ça retire les deux panneaux et il suffit de rappuyer sur Tab et ça rajoute les deux panneaux. C'est aussi simple que ça. Mon quatrième conseil, ça va être d'utiliser le mode solo. Alors si tu n'as pas envie que dans ta colonne de droite tout soit affiché parce que tu trouves pas ça pratique, ou alors si vraiment tu as un petit écran et que du coup tu veux avoir vraiment chaque catégorie séparément qui s'ouvre une par une, et que t'as pas envie de t'embêter à chaque fois à les refermer, et ben tu n'as qu'à en fait activer le mode solo. Donc en fait il suffit de venir à ce niveau là de faire un clic droit et donc d'activer le mode solo. Et en fait tu peux voir que sur ta colonne de droite, si tu vas par exemple dans le réglage de base, tu cliques sur le réglage de base, donc cette partie, cette catégorie en fait va s'ouvrir, et ensuite si tu viens cliquer sur une autre catégorie, et bien la première va se fermer pour ensuite ouvrir l'autre. Tu n'as pas à tout ouvrir du coup et tout fermer à chaque fois que tu en as besoin. Donc c'est assez pratique si effectivement t'as pas beaucoup de place parce que ton écran est petit, et bah au moins tu as vraiment que la partie dont tu as envie de traiter qui est ouverte, et donc du coup tu gagnes de la place.
Ma cinquième astuce, ça va être de bouger les curseurs ou les points de courbe de façon beaucoup plus précise. Alors je m'explique, quand on déplace en fait un curseur à la souris, eh ben, on peut voir que en fait on n'est pas toujours hyper précis, à moins d'avoir vraiment un tapis énorme et un très grand écran, mais c'est pas super précis en fait parce que le curseur va très vite bouger quand on va bouger la souris. Et bien en fait il y a une technique toute bête pour ça, c'est de rester appuyé sur Shift et ensuite de venir déplacer le curseur, et on peut voir que en fait à déplacement égal de la souris, le curseur va se déplacer beaucoup plus lentement, ce qui fait qu'on va être beaucoup plus fin sur notre réglage. Pour la courbe en fait ça va être exactement la même chose, sauf que là on va pas appuyer sur Shift mais sur la touche Alt. Et là encore une fois en appuyant sur la touche Alt on peut voir que le point sur la courbe se déplace beaucoup plus lentement et du coup on peut être vraiment beaucoup plus fin et mieux affiner notre réglage. Ma sixième astuce ça va être de modifier la quantité d'un effet. Alors donc quand on crée par exemple un masque, là dans l'exemple c'est un masque donc, où j'ai assombri un petit peu le sol, donc là on peut voir vraiment quand je le remets à 0, on peut voir que donc il y a une partie du sol qui est assombrie, et ensuite en fait l'intérêt, là en l'occurrence j'ai qu'un réglage demi en fait c'est l'exposition, mais si je fais un masque où je vais venir bouger plusieurs éléments, et bien ensuite je peux venir en fait modifier la quantité du masque en fait dans la globalité, donc ça ne va en fait en aucun cas toucher chaque élément que j'ai touché, mais ça va juste modifier la quantité globale de mon masque. Donc il suffit d'aller en fait sur ce petit curseur là, et donc on peut venir en fait soit augmenter ou soit diminuer. Et donc on peut voir l'assombrissement qui s'estompe ou alors qui s'accentue encore plus en fonction donc du réglage que je fais. C'est donc très pratique si on veut juste intensifier un tout petit peu plus en fait son réglage sans vouloir bouger chaque élément, parce que justement le réglage qu'on a trouvé là en fait est vraiment bien pile poil comme on veut. Alors ma septième astuce ça va être les copies virtuelles. Alors si par exemple tu as fait une retouche sur une photo mais que tu as envie de tester autre chose sans forcément on va dire mettre à la poubelle la retouche que tu viens de faire, eh bien tu viens en fait ici sur ta photo, tu fais clic droit, créer une copie virtuelle, et là tu peux créer autant de copies que tu veux. Et donc là tu vois qu'elle s'affiche 1 sur 2 et 2 sur 2, donc la première est l'original et ensuite celle d'après ou les autres si tu en fais plus sont donc les copies. Et ensuite tu peux donc revenir remettre donc l'image par défaut sans aucune retouche, ou alors tu peux garder la retouche et venir la continuer. Et là par exemple si je veux la passer en noir et blanc en gardant les mêmes retouches, bah voilà je peux la passer en noir et blanc. Ce qui est intéressant c'est que tu peux donc créer autant de copies virtuelles que de versions que tu veux faire de l'image. Moi je trouve ça vachement cool. Souvent par exemple pour les photos de concert j'aime bien retoucher une photo et puis après la passer en noir et blanc, et ben généralement je fais une copie comme ça, je garde les deux versions, une version couleur et une version noir et blanc. Ça m'est déjà arrivé aussi d'essayer de faire une retouche par exemple classique, après une retouche un peu plus vintage, une retouche un peu plus moderne et ce genre de choses. Et puis après je regardais laquelle je préférais. Et je trouve ça en fait vraiment très pratique de pouvoir faire des copies comme ça, parce qu'on peut faire autant de copies qu'on veut et ça reste des copies virtuelles en fait, on ne duplique pas X fois sur notre disque dur la photo. La huitième astuce, ça va être les masquages automatiques pour les colonnes d'interface. Alors si encore une fois tu as envie de ranger les panneaux latéraux par souci de place ou juste parce que tu préfères, et bien en fait tu peux les configurer de différentes façons. Alors tu peux soit comme moi j'ai actuellement les configurer de façon automatique, donc c'est à dire qu'en fait quand tu viens cliquer sur la barre, donc la colonne va se fermer. Quand tu vas ensuite venir mettre la souris dessus, la colonne va se réouvrir, et quand tu vas retirer ta souris, la colonne va se fermer. Et donc pour faire ça, tu viens faire un clic droit à ce niveau-là, et ensuite tu viens régler sur automatique. Après tu peux aussi donc avoir un second réglage qui est l'automatique uniquement en fermeture, c'est-à-dire que si tu viens mettre la souris dessus, il faut que tu cliques dessus donc pour que ça s'ouvre, et ensuite à partir du moment où tu retires la souris de la colonne, eh bien ça va automatiquement se refermer. Et il y a le troisième réglage, c'est de faire tout manuellement, c'est-à-dire que si tu veux l'ouvrir, tu viens cliquer sur la colonne, et si tu veux la fermer, tu viens cliquer une deuxième fois sur cette colonne. Ma neuvième astuce, ça va être les presets à l'import. Alors là, c'est une astuce qui est vraiment très peu connue, que j'ai d'ailleurs découvert il y a vraiment pas longtemps, et que je trouve vraiment super pratique. En fait, au moment de l'export, donc là, comme on peut voir, j'ai des photos de mon chat. Voilà, je me suis amusé à prendre des photos de mon chat qui jouait dans un carton. Donc je vais par exemple sélectionner cette photo. Si je veux importer celle-là, alors j'en prends une là pour l'exemple, mais je peux en prendre autant que je veux. Et on peut voir donc que si on vient à ce niveau-là, on peut sélectionner un preset qui est déjà dans Lightroom. Alors tu vas peut-être pas trop voir l'intérêt comme ça, mais si je te dis par exemple que tu peux créer un preset pour, je sais pas, changer par exemple l'étalonnage de tes couleurs primaires, si tu as envie sur ta série de photos d'avoir des couleurs un petit peu différentes, ou si par exemple tu as pris une grosse quantité de photos
avec le même objectif, et ben, si je te dis par exemple que tu peux créer un preset avec uniquement la correction de cet objectif, et ben, ça peut donc te permettre de sélectionner en fait donc toutes ces photos, les importer et directement en les important d'appliquer en fait la correction au profil de l'objectif. Et ça peut paraître un peu bête comme ça, mais je trouve que c'est vraiment un énorme gain de temps. Et enfin, 10e et dernière astuce, c'est l'intersection de masques. Alors là, si par exemple sur cette photo j'ai envie de mettre par exemple, je sais pas, si je veux assombrir le ciel, je vais commencer par exemple prendre un filtre dégradé linéaire, et donc je vais le positionner comme ça, et comme on peut voir au niveau de l'horizon c'est assez compliqué avec ce filtre en fait de venir vraiment coller à l'horizon, parce que tout simplement l'horizon là c'est une montagne avec de la forêt. Donc on peut voir en fait que on va forcément déborder d'un côté, soit je vais déborder sur la forêt, ou soit le bas de mon ciel ne va pas être pris. Et bien là en fait on va venir utiliser donc l'intersection des masques. Alors si par exemple là je veux rajouter quelque chose sur ce masque, on peut voir que je peux ajouter ou soustraire un autre masque, et en fait il y a une troisième fonction qui est vraiment très bien cachée que très peu de monde connaissent. Et bien en fait quand tu appuies sur Alt, et bien tu peux utiliser donc l'intersection, et on peut voir du coup au niveau des petits logos là qu'elle est vraiment différente des deux autres, parce que là pour ajouter tu vois bien que c'est un masque qui s'ajoute à un autre masque, pour soustraire c'est pareil, c'est un masque qui se soustrait au premier masque, alors que là à l'intersection on peut bien voir donc au niveau du petit logo là que c'est vraiment l'intersection des deux masques différents. Et donc en fait ça peut paraître un petit peu subtil dit comme ça, mais il faut essayer, vous comprendrez. Là par exemple, si je veux donc prendre tout le ciel sans déborder, je vais donc faire l'intersection de masques et je vais faire une sélection du ciel, et donc là on va voir qu'il détecte le ciel. Donc sur ce masque j'ai le ciel, sur l'autre j'ai mon dégradé linéaire, et en fait avec l'intersection des deux on peut voir donc que mon premier filtre en fait est uniquement contenu dans le deuxième, et donc je peux ensuite venir le baisser pour accentuer un petit peu la chose, et là on peut voir donc que quand on le regarde tout seul il déborde vraiment sur la montagne et sur la forêt. Et ensuite dans la globalité, eh bien, on peut voir que étant donné que l'intersection avec le filtre du ciel est activée, eh bien en fait mon filtre dégradé linéaire ne déborde pas. On aurait pu faire la même chose en faisant en prenant par exemple un filtre, en le soustrayant avec un filtre du ciel et en l'inversant, on aurait eu le même résultat, mais je trouve que en fait le fait d'utiliser les masques par intersection, eh ben ça offre en fait une nouvelle façon de travailler qui est peut-être plus intuitive et peut-être plus pratique à l'utilisation. C'est peut-être un petit peu plus logique dans la façon de faire. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle t'aura plu. Si tu as une question, n'hésite pas à la mettre en commentaire comme à chaque fois, j'y répondrai au plus vite. Si tu as d'autres astuces, eh bien je t'invite également à les partager en commentaire. Si tu as des vidéos que tu aimerais que je fasse, eh bien je t'invite également à les mettre en commentaire. Je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter, c'est tout aussi important. C'est vrai que c'est le moment de foutre ses gravats. Ça me fera super plaisir de savoir ce que je pourrais faire pour t'aider, et puis je vais reprendre ma phrase, hein.